Bonjour à toutes et à tous. Comme de coutume, en fin d'année, c'est souvent l'opportunité qui nous est donnée de changer ou de partager certaines idées avec nos compatriotes, mais aussi avec les frères et sœurs à travers le monde, étant donné que nous vivons en connectivité. Je veux dire, l'interconnectivité du monde aujourd'hui fait que tout le monde s'intéresse à tout. Et comme nous sommes aussi dans une ère de ce qu'on appelle la surinformation, où la grande question aujourd'hui, ce n'est plus de chercher l'information, ce n'est plus... euh, parce que comme à l'époque, vous savez, il fallait chercher l'information pour la trouver. Mais aujourd'hui, l'information, vous l'avez à foison. Il faut maintenant chercher plutôt à la trier et trouver la bonne information. Voilà. Enfin bref, ça c'est juste une petite introduction pour donner un peu le goût ou le tempo. Enfin, ce que je veux dire, c'est nous sommes en fin d'année et donc c'est souvent le moment d'échanger un peu de questions qui nous concernent tous, surtout pour nous les Congolais. C'est l'occasion pour nous d'apporter certains éclairages et essayer d'édifier ceux qui ont certaines difficultés à comprendre certaines choses qui parfois sont pas toujours évidentes, évidemment. Alors, je voulais aujourd'hui particulièrement mettre un accent sur mes frères Mboshi. Pour les non-congolais, Mboshi, c'est une des nombreuses ethnies du Congo et c'est l'ethnie à laquelle appartient M. Denis Sassou Nguesso et son clan. Et donc, pour être encore plus précis, les Mboshi, chez nous, on les trouve dans la région, le département qu'on appelle la Cuvette, et c'est au nord du Congo. Et donc, il faut compter la ville d'Oyo, enfin la ville, oui, devenue ville aujourd'hui, oui, Oyo, qui était, encore une fois pour la petite histoire, un ancien, euh, le mot utilisé, quoi, le mot exact pour être précis, c'est quoi? C'était un ancien campement, si vous voulez, de pêcheurs, et qui aujourd'hui, évidemment, comme on dit, tout est changement, tout est mouvement, ou tout est mouvement, tout est changement. En tout cas, dans le cas d'Oyo, cela se vérifie, puisque nous sommes passés de campement à aujourd'hui une ville qui dépasse même Pointe-Noire, qui est la ville qui à l'époque d'ailleurs était la capitale du Congo, et qui devait être la ville par excellence, parce que c'est là-bas qu'il y a la richesse du Congo. Mais enfin, aujourd'hui, Oyo, qui était un campement, est devenu euh, fait plus office de ville que Pointe-Noire. Pour vous dire que vraiment, tout est mouvement, tout est changement. Alors, donc, je disais que vous trouverez les Moshi dans la partie nord du Congo, plus précisément dans la région ou le département de la Cuvette. Et donc, je le dis pour que vous compreniez bien la suite. Donc, vous avez les Mboshi qui sont mélangés au Teke, au Gongulu, à Olombo. Vous avez les Mboshi qui sont mélangés au Teke à Bala. Vous avez des Mboshi qui sont mélangés au Teke à Lembe. Et vous avez des Mboshi qui sont mélangés au Teke à Bundi. Vous avez des Mboshi qui sont mélangés au Kouyou, à, au Bouya. Bref, vous avez des Mboshi, c'est bien circonscrit, ils ne sont pas nombreux, c'est ce que je veux dire, c'est ça. Vous avez des Mboshi à Tikapika, vous avez des Mboshi à Ongoni, vous avez des Mboshi. Et ceux d'Ongoni, évidemment, ils sont reliés au Gangoulou et tout ça. Donc, les Mboshi, c'est un petit groupe qui est venu, faut bien le dire d'ailleurs, parce que les Mboshi ne sont pas véritablement originaires du Congo. Bon, quand je essaie de me renseigner, on me dit parfois ils sont venus de l'autre côté du fleuve. Donc, ce sont les Ngombe. Les Ngombe sont venus de la RDC. Mais cela dit, bon, ça reste le Grand Congo, tout cela. Si on fait fi des frontières imposées par le colon. Mais bon, enfin, bref, ils ne sont pas originaires véritablement du Congo-Brazzaville. Comme le sont les Téké, comme je viens de vous en donner une petite illustration. Vous avez les Mboshi liés à ceci, Mboshi liés au Téké, vous avez des Congos liés au Mboshi, au Téké, pardon. Donc les Téké, ils sont chez eux au Congo. C'est bien que traditionnellement, on les appelle les Ngantier.
Ngantie, ça veut dire, par une traduction littérale, ça veut dire ceux à qui appartient la terre, donc les propriétaires de la terre. Hein. Moi, étant moi-même d'une ethnie qui fait partie du groupe Teke, donc je sais très bien de quoi je parle. Hein. Des Ngantie, là je le prononce vraiment comme on devrait le prononcer, pas en français, mais dans la langue même de Teke. Hein. Ngantie, donc les propriétaires, pour traduire littéralement, pardon, Ngantie, donc les propriétaires de la terre. Ça veut dire que le Congo est bien la terre de Teke. Hein, le Congo-Brazzaville, j'entends, jusqu'à Kinshasa, vous traversez, vous arrivez à Kinmalebo, machin, tout ça, c'est toujours la terre de Teke. D'ailleurs, quand des deux côtés les colons sont arrivés, ils ont eu affaire aux propriétaires de la terre, donc au Teke. Je parle de Stanley du côté de la RDC, qui a eu affaire au Teke de là-bas, donc Ngaliema, est bien connu parce que l'un des célèbres sapeurs, si vous le dire ainsi, monsieur Stanislas Niarchos avait chanté, donc tout le monde connaît l'histoire à travers cette chanson de Niarchos et Papa Wemba. Et donc, de l'autre rive, à Brazzaville, ben, c'était avec le roi Makoko, donc lui aussi un Teke. Voilà, ça c'est pour donner un peu le tempo, je le répète encore une fois, pour ceux qui ne sont pas congolais et qu'ils comprennent un peu de quoi je parle exactement. Alors, je voudrais donc parler aux Mboshi, comme je l'ai dit, qui sont nos frères, qui sont nos compatriotes, pour leur dire le danger qu'ils courent, sans peut-être se rendre compte pour certains, parce qu'aveuglés ou parce qu'ignorants tout simplement. Le danger est très simple, hein, c'est que ceux qui ne le savent peut-être pas, je vais le dire, mais je pense que nombreux le savent. Vous savez, le colon, pour régner chez nous, il a étudié le terrain. Comme on dit dans l'armée, il faut étudier le terrain. Il est venu, il a observé, et il a remarqué des choses, et il s'en est servi pour bien nous asservir, si vous voulez, pour bien prendre possession de nos terres et de nos âmes même. Eh ben, il a fallu qu'il étudie le terrain, qu'il nous observe, et c'est ce qui fut fait, par le colon, hein, j'entends. Alors, il avait observé que les Noirs que nous sommes, nous nous détestions entre nous, et ce qu'ils avaient constaté aussi, c'est que si nous nous détestions, c'était beaucoup plus parce que nous étions divisés en plusieurs ethnies, et les ethnies se faisaient souvent des guerres entre elles, ou les groupes ethniques se faisaient des guerres entre eux, et ce qui fait que le blanc s'en est servi pour utiliser cette arme-là contre nous. Et malheureusement, cela a été vrai dans toute l'Afrique, pratiquement. Alors, pour ce qui est du Congo, donc, il a utilisé la même stratégie qui consiste à utiliser les minorités pour écraser la majorité. La stratégie est connue de tous, hein, c'est une stratégie devenue universelle, diviser pour mieux régner. Et Denis Sassou Nguesso, qui est, pour ceux qui ont suivi la vidéo que j'ai beaucoup fait sillonner ces jours-ci, fait circuler, je veux dire ces jours-ci, que nous parle, c'est pas un noir qui parle, c'est un blanc, qui a fait le récit de l'implantation de ce que nous appelons aujourd'hui la domination blanche sur l'homme noir, hein, sur notre continent. Et pour parler de la France-Afrique, donc il a fait tout un récit en partant des années 1830, hein, pour vous dire combien il est vraiment remonté dans le temps. Donc cette vidéo qui, quand je l'ai vue moi, elle était à peu près à moins de 100 000 vues en tout cas. Mais aujourd'hui, je la vois, quand je regarde là, on approche les 500 000 vues, donc un demi-million, ce qui veut dire que ça circule. Mais bon, j'aimerais bien que les pays qui ont compris puissent faire passer cette vidéo sur les chaînes publiques, parce que ça serait vraiment bien que tous les Africains écoutent cette vidéo, parce que c'est pas un noir qui fait le récit, c'est un blanc qui s'est dit même indigné. Il dit c'est le récit le plus révoltant qu'il n'ait jamais fait de toute sa vie. Alors j'utilise ce mot encore pour vous donner des indications sur ce que je veux dire par la suite. Vous voyez, il parle de révoltant, hein, un récit révoltant. Donc lui qui est blanc, il s'est senti vraiment mal hein, lorsqu'il s'est plongé dans les archives, lorsqu'il a voulu vraiment parler de la situation de l'Afrique vis-à-vis notamment de la France, de la France-Afrique.
Et nous-mêmes, nous les Noirs, nous semblons ne pas nous révolter. C'est ça qui est étonnant. Donc, dans le cas du Congo, disais-je, nous avons l'homme que la France a choisi de nous imposer pour maintenir sa domination sur le Congo, qui est Denis Sassou Nguesso, pour des raisons simples. Hein. C'est que Sassou, d'abord, c'est quelqu'un qui n'est pas intelligent. C'est pas, quand je parle de l'intelligence, ce n'est pas des petits calculs machiavéliques, diaboliques, ou consulter les féticheurs, ou je ne sais pas quoi. Non. Je parle d'intelligence dans le sens où être conscient du bien ou du mal. Hein. Quand vous êtes conscient du bien ou du mal, c'est que vous avez ce qu'on appelle le discernement. Donc vous êtes quand même un humain, vous n'êtes pas un animal, vous êtes donc quelqu'un d'intelligent. Parce qu'il y a ce qu'on appelle la dissonance cognitive, pour ceux qui ont l'habitude de s'instruire, il n'y a pas besoin d'être scientifique pour savoir. Je pense que Sassou Nguesso, de mon point de vue, n'est pas quelqu'un d'intelligent. Parce qu'il y a eu quand même pas mal de chefs d'État africains de son époque qui ont passé des accords justement secrets avec la France pour être acceptés comme amis de la France, c'est-à-dire entrer dans le cercle restreint des hommes de Foka et de la France-Afrique. Il fallait signer des accords secrets qui donnaient à la France, d'une manière cachée, la possession directe de nos pays. Et au Congo, c'est Sassou Nguesso qui a été donc conseiller à Foka, je pense plus précisément par des Corses, hein, parce qu'il a des liens avec les Corses qui ont vécu au Congo depuis l'ère coloniale, comme les Filitchadi et tout ça. Ce sont eux qui, par les réseaux ELF, ont présenté Sassou. Bon, on peut aussi dire que depuis qu'il a fait l'école d'Alger, il a dû être approché par les services secrets français. Donc Sassou Nguesso a été choisi parce qu'on détecte les moins bons, si vous voulez. Hein. La stratégie des Blancs, c'était de détecter, plus précisément des Français, c'était de détecter les moins intelligents, les gens capables de vendre leurs frères, les gens capables d'accepter que leur pays devienne l'objet de pillage. Et ces gens-là, une fois qu'on les a détectés, on en fait des amis de la France et on signe avec eux des accords secrets, leur garantissant la longévité au pouvoir, leur garantissant la corruption. C'est pour ça que j'ai toujours dit, M. Denis Sassou Nguesso, que j'appelle moi toujours le vieux dictateur sanguinaire et corrompu. Ce n'est pas pour rien que je le dis. Ça l'énerve souvent puisque j'ai des retours, parce qu'en fait il se reconnaît là-dedans. Quand il dit Bilemono, il est injurieux, il m'injurie, en fait je ne l'injurie pas. C'est parce que je touche le point sensible que beaucoup de gens ne connaissent pas. Donc Sassou Nguesso est réellement incorrompu, il n'est pas le seul. Hein. Tous ceux qui ont été cooptés par Foka, ce sont des gens corrompus. Donc Sassou Nguesso en est un, et pourquoi je le sais, c'est pourquoi je l'appelle toujours, je le lui rappelle en fait toujours en disant que c'est un dictateur, et encore même la dictature souvent chez nous, il faut que les gens retiennent bien cela aussi, elle est souvent utilisée parce que c'est les Blancs qui leur demandent cela. Vous voyez, quand la France vient, elle a besoin de prendre possession de votre pays, et elle sait que le peuple peut se révolter et chasser leur instrument, c'est-à-dire, pour le cas du Congo, Sassou Nguesso. Alors, donc, pour empêcher le peuple de se révolter, il faut imposer une forme de dictature. Il faut imposer une dictature féroce, souvent, pour tenir le peuple en laisse. Donc, c'est une des exigences, c'est une des conditions qui leur sont imposées par leurs maîtres, ceux qui les ont choisis, pour que le peuple ne bouge pas. Donc, la dictature n'est pas souvent le fait de ces gens-là. C'est souvent... ça fait partie des clauses du contrat. Voilà. Alors donc Sassou Nguesso, que j'appelle dictateur parce qu'il l'est, comme tous les autres, que je dis sanguinaire parce que lui, il aime le sang, tous les Congolais le savent, et parce qu'en dehors du côté occidental qu'il a adopté, le blanc qu'il a adopté, il a aussi le côté diabolique, il aime les pratiques fétichistes, il aime... et lui, son totem fonctionne avec le sang. Lui et ses adeptes, hein, les Okemba Jean-Dominique, enfin tous ceux que lui veut nous imposer aujourd'hui, les Denis Christel Sassou Nguesso, enfin tout son clan, toute sa clique, ils sont dans la même lignée, dans la même démarche. Donc, quand je dis Denis Sassou Nguesso, le vieux dictateur sanguinaire et corrompu, ce n'est pas une insulte, c'est une réalité, je ne fais que toucher du doigt la réalité. Et c'est là où ça fait mal, c'est pourquoi Sassou m'en veut,
me traite de quelqu'un d'injurieux, mais je n'ai jamais traité d'autre chose que de cela, ce qui est vrai, je n'ai jamais insulté Sassou, d'autre chose que de dire que c'est un dictateur sanguinaire et corrompu, tout le monde le sait, et il n'est pas le seul. Mais si ça l'énerve autant, c'est parce que c'est la vérité, et la vérité, souvent, elle fait mal. Quand tu constates qu'un enfant, parce que pour lui, je suis un enfant, arrive à détecter ce que je suis réellement, ben ça te met un peu dans des états, voilà, d'où pour faire croire aux gens, voilà, c'est injurieux. C'est pas injurieux. Bref. Donc, dans le cas de notre pays, Denis Sassou Nguesso a pratiqué exactement la même stratégie que le colon. C'est le bon élève. Hein. Donc, la stratégie de diviser pour mieux régner. Et à l'époque de Sassou 1, parce que nous sommes à Sassou, je ne sais pas si c'est 40 ou 50 ou 60 ou 70 ou même 80, pour faire référence à son âge officiel, hein, bien sûr. À cette époque-là, il y avait une forme de ce que nous appelons un peu en matière de gestion, nous appelons le contrôle. Donc il y avait une forme de contrôle strict au niveau du PCT qui faisait que Sassou ne pouvait pas trop se lâcher. Donc il était un peu tenu, il était un peu encadré, si vous voulez. Et puis il y avait certains excès qu'il ne pouvait pas faire. Donc il se retenait un peu, sa vraie nature ne sortait pas encore. Hein, les Congolais ne voyaient pas sa vraie nature. Mais finalement, avec ce qui s'est passé au Congo, la guerre que lui, il a provoquée, bien sûr, ou qui a été provoquée pour lui, pour le ramener là où il est aujourd'hui, ben, ils se sont donc les mains libres. Ce qui fait que maintenant, il laisse libre cours à ses vraies pulsions. Hein, de quelqu'un de haineux, quelqu'un qui ne pense qu'à lui, quelqu'un qui se croit exceptionnel, quelqu'un qui veut vraiment... c'est-à-dire qu'il n'y a que lui qui doit briller. Comme vous le savez, je l'ai déjà parlé du rayonnement international du Congo qui n'existe nullement parce que on ne voit qu'une seule personne, M. Sassou Nguesso. On ne doit pas voir quelqu'un d'autre que lui. Donc, lui, il est dans cette nature. Ça, c'est sa nature profonde. Et il l'a fait aujourd'hui en faisant de notre Congo, de notre pays, euh, je dirais, quelque chose qu'il a conquis. Hein. Parce qu'avec la guerre, comme je le disais tout à l'heure, la guerre a fait que, bon, ça se considère le Congo aujourd'hui comme quelque chose que lui, il a conquis. Voilà. Et donc, il fait du Congo ce qu'il veut. Comme dit un de ses fils, Wamba, hein, Arnaud, il dit, le Congo, c'est la terre de mon père. Donc, je fais ce que je veux, je peux prendre un terrain où je veux, je peux m'installer où je veux, personne n'a rien à me dire, parce que le Congo, c'est la terre de mon père. Il le dit à dessein. Mais comme ce n'est pas un bébé, donc ça veut dire que c'est des choses qui doivent se dire quand ils sont en milieu autorisé, là-bas entre eux. Alors ça soit fait du Congo quelque chose qu'il a conquis. Ça devient comme un roi, hein, à l'époque lorsque l'Angleterre était encore vraiment dans le monde de la conquête. Tu vois, ils allaient, ils prennent des territoires, ça devient à eux, le roi s'impose. Et ça se fait exactement la même chose au Congo aujourd'hui. Alors il a décidé de faire du Congo un pays appartenant à son ethnie, Mboshi. Donc, quand je dis je voulais parler au Mboshi, c'est là où je voulais en venir. C'est que je suis en train de conseiller aujourd'hui. Nous sommes en fin d'année. Et comme je l'ai dit, c'est l'occasion parfois de se parler entre nous, sans passion, pour relever un certain nombre de faits qui peuvent emmener à la réflexion et qui peuvent faire que nous puissions prendre un peu de recul aussi, parce que c'est la fin de l'année, encore une fois. Donc mes frères Mboshi, mes sœurs Mboshi, je voudrais que vous regardiez bien, que vous partagiez entre vous cette vidéo. Sassou Nguesso, pour diviser, pour régner, je disais, il a choisi la stratégie de diviser pour mieux régner. Il a d'abord divisé le nord et le sud, mais ensuite maintenant il divise les Congolais avec les Mboshi. Vous savez, le monde, je vais parler d'interconnectivité, nous sommes réellement interconnectés, le monde, parce que ce qui se passe ailleurs, parfois on ne fait pas attention, mais c'est ce qui peut arriver ou peut se passer chez nous. Vous voyez le Rwanda aujourd'hui, tout le monde parle du Rwanda avec les génocides qu'il y a eu, 1,5 million de tués, et en vérité bien plus. Et il y a eu les Hutus qui ont massacré les Tutsis, mais il y a aussi la vérité, c'est que les Tutsis aussi ont massacré les Hutus. Mais si nous remontons dans l'histoire, vous allez voir que celui qui a préparé ces génocides-là,
je dirais même minutieusement préparé ces génocides, qui dans tous les cas devaient arriver, eh bien c'est le colon belge. Parce que c'est le colon belge qui est arrivé à réellement montrer aux Hutus et aux Tutsis qu'ils étaient différents, alors que c'était un même peuple. Il a réellement montré aux Tutsis qu'ils étaient supérieurs aux Hutus, ils étaient plus intelligents, ils étaient plus beaux, et donc il les a instruits, il les a envoyés à l'école, ce qu'il ne faisait pas pour les Hutus, qui sont plus nombreux. Vous voyez la stratégie, hein. Donc c'est le Belge, en réalité, si aujourd'hui le Noir pouvait prendre conscience et porter plainte dans l'histoire du génocide rwandais, ce n'est pas les Hutus qu'on allait accuser d'avoir massacré les Tutsis, ou bien des Tutsis d'avoir massacré les Hutus. Comme je l'ai dit, ça s'est passé dans les deux sens. Mais en réalité, c'est le colon belge qui devait être accusé. Parce que c'est lui, le colon belge, qui est venu implanter les germes de ce conflit qui devait, dans tous les cas, arriver. Parce qu'il a divisé les deux ethnies. Il les a rendus, je dirais, totalement antagonistes. Ils se haïssent. Vous voyez? Parce que le colon il a créé, il a travaillé le terrain pour cela. Donc c'est lui, le vrai auteur de ce génocide rwandais, le colon belge. Vous voyez le danger de la stratégie de diviser pour mieux régner. Bon, mais quand vous êtes blanc et que vous le faites sur le noir, à la limite on peut dire, on s'en fout. Mais le faire sur vos propres compatriotes, c'est très dangereux. Vous voyez? Donc Sassou Nguesso est en train là de préparer le peuple congolais demain à un génocide qui sera, je pense, inévitable. Parce qu'aujourd'hui, le fait que Sassou Nguesso ait choisi de faire de la tribu, de l'ethnie Mboshi, l'ethnie supérieure, l'ethnie qui écrase tout le monde, l'ethnie à qui appartient le Congo, au détriment même des propriétaires du pays, comme je l'ai dit tout à l'heure, les Téké. Vous voyez le danger auquel Sassou Nguesso expose ce pays. Il n'expose pas que le pays, il expose aussi les Mboshi qu'il croit aimer. Je vous dis, retenez bien ce que je vous dis là, parce que c'est très important. Pensez au Rwanda. Pensez aux conséquences monstrueuses qu'a entraîné le génocide rwandais. Mais remontez aux origines pour comprendre que, en réalité, c'est le colon belge qui est à l'origine de ce génocide que nous avons vécu au Rwanda. Et qui n'est pas fini. Puisqu'aujourd'hui, les Hutus sont retranchés, mais je suis certain que peut-être dans 30 ans, 40 ans, ils vont revenir à la charge parce que personne ne pourra accepter que son pays, comme l'ont fait d'ailleurs les Tutsis, lorsqu'ils avaient fouillé, ils étaient partis pour une grande majorité d'entre eux, ils étaient en Ouganda, mais ils se sont organisés pour revenir à la charge. Et jusqu'à ce que nous avons vu aujourd'hui les Kagame diriger le pays. Donc c'est ça. Il faut toujours mesurer ces conséquences-là. Surtout que maintenant nous parlons du panafricanisme, même les Sassou reprennent le thème aujourd'hui, alors, comme si c'était des panafricanistes. Donc je vous le dis sincèrement, pensons à cela. Et penser à cela veut dire penser aux futures générations, à nos enfants, nos petits-enfants. Ah oui, comment prévenir ces choses-là? Maintenant que le monde semble, encore une fois, ouvrir les yeux sur certaines choses du passé, avec, comme je l'ai dit tout à l'heure, l'information qui n'est plus cachée, tout le monde peut, en cherchant un peu, en fouillant un tout petit peu, voir les archives, mais comprendre que le monde, finalement, nous pouvons prévenir les dangers futurs, en faisant un peu attention. Donc, puisque je parlais de mon pays, le Congo, cela est valable, hein, comme je l'ai dit, au Rwanda, c'est pas fini. Je suis convaincu que si rien n'est fait, si nous continuons dans cette histoire de dictature imposée par Kagame au Rwanda, qui considère que maintenant c'est les Tutsis, et ils pensent qu'ils vont rester là éternellement, écraser les Hutus qui sont plus nombreux qu'eux d'ailleurs, ça c'est un leurre, ils se trompent largement. Donc les autres s'organiseront toujours un jour et chercher à revenir, et ça va encore emmener peut-être d'autres génocides. Aujourd'hui, Kagame est soutenu par les Anglais et les Américains. Il croit qu'il est l'homme fort, mais en réalité, il n'est pas fort. On a vu Mobutu. Mobutu était l'homme fort de la région. Pourquoi? Parce qu'il était soutenu par les Français, les Belges, les Allemands, enfin les Français, les Belges et les Américains.
Mais le jour où ils les ont lâchés, le jour où on a lâché Mobutu, ben on a vu que en fait, il n'y avait rien derrière. Hein. Quand les gens pensent à Sassou, Paul Biya, machin, on dit, ah, c'est des forts, c'est des gens. Paul Biya ose même dire, oui, ne dure pas au pouvoir qui le veut. Hein. Mais la réalité, c'est que c'est les Français qui, dans leur contrat caché, ont choisi de les protéger dans tous les sens, en leur donnant de l'information, en détectant les coups d'État en préparation, comme souvent les opposants sont malheureusement tentés d'aller se livrer chez les Blancs pour chercher des portes, pour chercher à ouvrir des portes, ben, souvent ils livrent les informations aux Blancs et les Blancs les prennent pour donner à leurs protégés. Et donc on tue souvent dans l'œuf certaines initiatives. Donc c'est pas Sassou qui soit le plus fort ou le plus intelligent ou qui arrive à mater tout le monde. Non, c'est des gens qui sont soutenus, protégés par les Français dans le cadre de leur contrat secret, dans le cadre des accords secrets qu'ils ont passés avec la France, qui consistent à maintenir le peuple en laisse, donc par la dictature. Ensuite, donner à la France tous les biens, toutes les ressources naturelles de leur pays. Mais en retour, la France leur garantit la pérennité de leur pouvoir, la longévité au pouvoir, en les aidant par des mercenaires, par beaucoup d'autres moyens. Ce qui fait que on a l'impression que ce sont des surhommes. C'est des gens qui sont très forts. Sassou, il tue tout le monde, lui on ne le tue pas. Il empoisonne tout le monde, lui on l'empoisonne pas. Et pour être un peu vulgaire, il va avec les femmes des autres, sa femme, bon. Il y en a qui l'ont fait aussi, hein, heureusement. Enfin bref, ils se prennent pour les surhommes, ce qui n'est pas vrai. C'est simplement parce qu'ils ont la protection de ceux qui les ont mis là et qui leur ont dit, nous vous mettons là, vous nous garantissez l'accès aux ressources et nous vous garantissons en retour le pouvoir à vie et pourquoi pas le pouvoir dynastique, c'est-à-dire que les passations de père en fils, comme ça se passe, vous l'avez bien vu, au Togo, hein, ça c'est le cas légendaire qu'on peut prendre un exemple, mais il y a eu aussi le Gabon. Donc, il faut que nous comprenions bien cela. Alors, le danger pour le pays, c'est celui-là. Donc, je dis que mes frères Mboshi, vous qui aujourd'hui avez choisi de suivre Sassou dans cette bêtise, parce qu'il s'agit réellement d'une bêtise, vous qui le soutenez, vous qui pensez qu'il vous aime, vous qui dites de lui que c'est le plus fort, vous qui dites de lui que c'est le plus fin stratège, vous qui dites de lui que c'est même le plus beau de la terre, tout c'est Sassou. Ben, mes frères et sœurs, croyez-moi, vous êtes dans le faux. Parce que les Congolais, dans leur écrasante majorité, n'accepteront jamais de génération en génération que le pays devienne une propriété privée appartenant au clan Nguesso et tous ceux qui autour d'eux, les Moshi donc, ont accepté cela. Parce que quand même, c'est un sérieux. Regardons autour de nous. C'est vrai. Pour protéger le pouvoir, pratiquement tout le monde a une stratégie de mettre à l'avant les gens de son coin. Mais regardez quand même ce qui se passe autour de nous. Nous avons la RDC aujourd'hui. Nous avons même Kagame qui pouvait se permettre de dire, bon, voilà, nous avons conquis, nous avons chassé les Hutus. Et donc faire de pays et de pouvoir un pouvoir Tutsi, il ne l'a pas fait. Il a essayé de créer les conditions pour que même les Hutus se reconnaissent dans ces pays. Mais chez nous, au Congo, regardez bien, depuis que Sassou est revenu par la guerre, aidé en cela par Chirac, la France, qui ont utilisé, comme d'habitude, hein, les Noirs contre les Noirs, donc, ils ont utilisé l'Angola, utilisé les Tchadiens, utilisé les Sénégalais, enfin, ils ont utilisé pratiquement tous les Noirs et tous les Africains pour ramener Sassou au pouvoir. Regardez donc Sassou, depuis son retour au pouvoir par ces moyens-là de la guerre, plutôt que de se faire humble, parce que le sang des Congolais a coulé, non, il a choisi donc de se sentir grand conquérant. Et Sassou fait en sorte que maintenant, vous avez une armée qui est mboshisée, hein, Mboshi donc, dans l'armée, les postes stratégiques appartiennent au Mboshi. Le corps qu'on appelle aujourd'hui GPC ou la garde présidentielle ou garde républicaine, soi-disant, mais enfin, il faut dire la garde plutôt du pouvoir ou la sauvegarde du pouvoir, c'est pas la garde républicaine, ils ne gardent pas la République, ils gardent
celui qu'eux ils considèrent comme étant la République, donc Sassou Nguesso. Donc tout ce corps-là est constitué que d'Mboshi, je dis bien exclusivement d'Mboshi. Donc la présence au Congo, vous n'avez que d'Mboshi, et je peux vous dire que je sais de quoi je parle. Quand vous allez dans donc, tous les corps, vous n'avez que l'Mboshi, souvent à la tête. Quand ils ne sont pas à la tête, ils sont directement adjoints, donc ils ont le contrôle. Euh, tous les postes stratégiques, c'est pour l'Mboshi, dans l'armée. Vous allez dans l'administration, c'est la même chose, il n'y a que des Mboshi partout. Quand vous allez dans les ministères, donc évidemment pour prendre le gouvernement, je n'ai pas besoin de faire un dessin. Le ministre de l'Intérieur, c'est un Mboshi. Depuis des années, c'est vraiment... Mais c'est pas possible. Plus de 20 ans, une seule personne occupe un poste. Il est là. Donc c'est devenu... même quand on parle de remaniement, lui, c'est que bon, c'est une tacite reconduction. Donc vous avez un Mboshi, Mboulou, qui est là, malgré toutes les conneries qu'il fait. Non, il est là puisqu'il garantit le système. Donc, vous avez le ministère de l'Intérieur, Mboshi, ministère de la Défense, Mboshi, ministère des hydrocarbures et du pétrole, Mboshi. Je ne sais pas, moi, il n'y a pas besoin de... Tous, c'est pour les Mboshi. Quand vous avez des petits postes secondaires, bon, des postes à problème souvent, hein, on met, bon, on prend un certain saillie, bon, on met là. On sait qu'il y aura des problèmes de l'eau ou de l'électricité, bon, on le met là-bas, parce que c'est qu'il va être détesté par le peuple. Et ils acceptent aussi. Donc, les quelques noms Mboshi qu'on prend, c'est juste, comme on dit, c'est des petites variables d'ajustement pour leurrer le peuple qui ne comprend pas grand-chose. Comme ça, on dit, ah non, ben Sassou, lui, il n'y a pas que les Mboshi. Donc, mes frères, mes sœurs, Mboshi, je vous le dis aujourd'hui, nous sommes à la fin de l'année 2023. C'est le moment de se parler entre nous, le moment de prendre de bonnes résolutions, le moment de tirer des enseignements de ce qui a pu être fait bien ou mal, ou ce qui pourrait être fait à l'avenir. Donc moi je vous le dis sincèrement, parce que je vous aime en tant que compatriote, et dans ma vie j'ai connu des petites amies Mboshi, donc c'est pour vous dire que je vous le dis vraiment avec l'amour hein, d'un Congolais, faites vraiment attention, et si vous le pouvez, aidez Sassou Nguesso à vous aider. Voilà, aidez Sassou Nguesso à vous aider, c'est-à-dire ne l'accompagnez pas aveuglement dans cette folie, parce que c'est contre vous que ça va se jouer. Aujourd'hui, lui, il a 80 ans passés, et il est certain que d'un point de vue de la nature, dans peut-être quelques années, il ne sera plus là, je ne suis pas Dieu, mais bon, je pense que dans quelques années, il ne sera plus là. Mais qu'est-ce qui va se passer après lui? Vous pensez vraiment que vous allez, après Sassou, continuer à imposer aux Congolais un autre Sassou, un autre Nguesso, ou un autre Kemba, ou je ne sais pas quoi? C'est bien, à l'époque, avec les Fokas, c'était possible. Mais regardez bien aujourd'hui comment les gens au Mali, des petits-enfants qui n'ont même pas 50 ans, arrivent à imposer à la France une certaine conduite. Et vous pensez que demain, il n'y a pas de Congolais qui vont penser faire la même chose? Ça veut dire que ceux qui comptent sur la protection de la France, comme l'a fait Sassou pendant plus de 50 ans, ben, croyez-moi, ça ne va pas se répéter à l'infini, hein, ce schéma-là. Parce que le monde est en train de changer. Et la France, je pense, commence à comprendre. Hein, parce que c'est souvent le cours des événements qui fait avancer le monde. Hein. Les Français, je pense qu'ils sont dans une démarche de revoir en profondeur leur stratégie. Et je ne suis pas certain qu'on va garantir demain à un Okemba Jean-Dominique de rester 40 ans encore en train de mater les Congolais, parce qu'il sera protégé par la France comme l'a été son oncle Sassou, ou permettre à Denis Christel, comme j'entends dire souvent que c'est lui qui va lui succéder. Je ne suis pas aussi sûr que ce soit ce schéma-là qui sera reconduit par la France dans quelques années. Je ne crois pas. Et Macron est jeune, il a essayé de voir, et puis c'est un homme qui sait observer aussi, je pense. Et je pense qu'il est dans une réflexion qui va certainement le conduire à revoir de fond en comble la stratégie française en Afrique. Et donc, ne misez plus sur ces schémas-là de dire après Sassou, ça sera encore un Sassou Nguesso, et donc on sera encore protégé, et donc on continuera à mater, à écraser les autres Congolais. Ça, je le dis en Mboshi, parce que vraiment, je crains beaucoup pour l'avenir, hein, parce que je ne vois pas comment tout ce que Sassou a pu faire là pourra continuer comme ça, à l'infini, génération après génération. Donc, fin, les Congolais vont se coaliser contre les Mboshi, et nous resterons de vivre
ce que nous avons vécu au Rwanda, c'est-à-dire un génocide contre les Mboshi, parce que déjà, ils sont minoritaires au Congo. Vous voyez? Et là, je le dis, ne voyez plus le nord, le sud. Hein. Il faut voir vraiment tout le Congo contre les Mboshi. Parce que ce n'est pas possible ce que Sassou a fait. Ce n'est pas possible, ce n'est pas acceptable. Dans aucun pays au monde, aujourd'hui, nous avons ce qui se passe au Congo. Tout appartient aux Mboshi. Tout, absolument tout. Parce que même les armes de l'armée, c'est pour les Mboshi. Les autres militaires n'ont pas accès aux armes. Mais vous croyez que pour renverser un pouvoir, on a besoin forcément des armes qui sont dans le pays? Ça soit renverser le Souba qui était au pouvoir, il a pris les armes qui sont venues d'ailleurs. Hein. Donc tout ça, là, c'est une stratégie qui a des limites. Je ne veux pas donner ici, dévoiler un certain nombre de choses, mais j'attire quand même l'attention de mes frères Mboshi pour vous dire, ne vous leurrez pas. Ne pensez vraiment pas que vous allez écraser le Congo à l'infini. C'est faux, ce n'est pas possible. Regardez les Hutus, ils étaient nombreux. Hein. Ils pouvaient donc asseoir à l'infini leur domination sur les Tutsis. Mais les Tutsis sont un jour venus les surprendre et aujourd'hui ce sont les Tutsis minoritaires qui dirigent le pays. Vous voyez? Donc pour le cas du Congo, nous allons en arriver là. Si ce n'est pas avec notre génération, ça sera avec celle de nos enfants, de nos petits-enfants. Donc les Mboshi, l'avenir, si c'est celui que vous êtes en train de tracer là, vous êtes parti pour disparaître du Congo. Parce que vous êtes minoritaire, ultra minoritaire, vous êtes venu d'ailleurs, comme je l'ai dit tout à l'heure, de l'autre côté de la rive du fleuve Congo. Donc vous êtes des Gombe, venus là s'installer. Bon, et aujourd'hui vous croyez que vous allez dominer le Congo à l'infini? Regardez seulement autour de vous. Vous êtes ultra minoritaire au Congo. Donc, si les gens s'organisent vraiment, s'il y a une prise de conscience d'ensemble, ben, les Congolais vont faire de vous une bouchée. On va vous écraser en 2 secondes. Donc, dites à Sassou Nguesso, maintenant qu'il a, d'ailleurs il a beaucoup de chance, il a 80 ans, il est encore bien portant apparemment, qu'il prenne le recul nécessaire, je pense qu'il a encore un peu de sa tête, qu'il prenne le recul et qu'il corrige le tir. Qu'il rectifie le tir maintenant qu'il a encore temps. Et à ses enfants et neveux, je vous dis, croyez-moi, vous êtes dans le faux. Vous êtes dans le faux. Bon, on dit souvent qu'il y a l'intelligence de la vie et l'intelligence de l'école. Bon, c'est vrai. Moi, je sais que pour l'école, c'est clair, vous n'êtes pas intelligent. Hein? Il n'y a pas un Nguesso qui aujourd'hui peut se vanter d'avoir été quelqu'un de brillant à l'école. Je n'en connais pas un. Et Dieu sait si j'ai été souvent avec eux. Donc, moi, je sais que sur le plan de l'école, l'intelligence chez les Nguesso, ça n'existe pas. Bon, l'intelligence de la vie, certainement. Mais là aussi, je mets parfois des doutes. Parce que des gens qui sont intelligents, ils savent voir beaucoup plus loin que le bout de leur nez. Mais comme vous êtes là, dans un schéma comme des abrutis, je ne pense pas que ce soit l'intelligence de la vie. Dominer parce que, bon, vous avez quelqu'un qu'on a mis là, un pion mis par la France, qui protège, la France qui le protège, vous pensez que vous êtes des hommes forts, croyez-moi, ce n'est pas être intelligent. Et vous avez aujourd'hui, quand je prends l'exemple bête, hein, prendre l'argent du Congo, aller cacher dans les paradis fiscaux, vous croyez que vous êtes intelligent, mais croyez-moi, vous n'êtes pas intelligent. Moi, je suis un financier, vous le savez, un grand financier, sorti des grandes écoles, et je peux vous dire que, en dehors de la France, hein, je suis allé étudier aussi en Angleterre, donc c'est quand même le monde de la finance, l'Angleterre. Je sais à peu près comment ça se passe, hein, ces choses-là. Et je peux vous dire que aller planquer l'argent du Congo dans des paradis fiscaux et dire que vous êtes intelligent, c'est une connerie. C'est vraiment une connerie. Donc, au plan de l'école, je le disais, les Nguesso, l'intelligence, ça n'a jamais existé chez eux, c'est clair. Et sur le plan de la vie de tous les jours, ça aussi, je mets un peu les doutes, parce que quand je vois fonctionner les gens, j'ai l'impression que là aussi, ils ne sont pas intelligents, contrairement à ce qu'ils croient. Contrairement à ce qu'ils croient. Parce que s'ils l'étaient, ils allaient vraiment déjà rectifier le tir depuis longtemps. Vous allez déjà dire à Sassou, bon, nous avions fait une erreur en disant que tu restes là le plus longtemps possible pour que tu nous déblaies le terrain, parce que c'était ça, hein, le chemin. Au sortir de la guerre, je l'ai déjà dit une fois, je le répète ici, il y a eu des réunions secrètes dont l'objet était la conservation du pouvoir. Et donc, il avait été donné mission à Sassou Nguesso de rester donc le plus longtemps possible. Et eux, ils devaient l'aider en cela. Et la mission, c'était que, bon, Sassou nettoie le terrain. Donc, tuer tout ce qu'il faut tuer, tous ceux qui peuvent gêner, tous ceux qui pourront faire un ombrage. Il faut les tuer, il faut les éliminer. Bon, l'usure du temps aussi aidant. Il faut vraiment faire que, bon,
le terrain soit complètement libéré pour que ces enfants prennent la suite. C'est dans ce chemin que nous sommes encore aujourd'hui. Mais ça, je le dis encore, ça tenait. Ça pouvait tenir si la France ne subissait pas le revers qu'elle est en train de subir aujourd'hui en Afrique de l'Ouest, notamment dans le Sahel, et qui donne des idées, et qui donne aussi les idées à la France pour essayer de revoir en profondeur sa politique. Donc le schéma de Yadema fils qui succède au père, le schéma de, je ne sais pas moi, Bongo Ali qui succède à son père, ce schéma-là, je pense que c'est un schéma qui doit être considéré comme caduc, parce que la France ne va pas continuer dans l'erreur. C'est des gens qui savent réfléchir, qui savent anticiper, qui savent voir beaucoup plus loin que le bout de leur nez. Et donc, ce schéma-là, s'il tenait encore hier, croyez-moi, il faut le revoir de fond en comble. Ça, c'est un conseil que je donne aux Nguesso, aux Okemba et autres qui viennent à Paris euh, via la franc-maçonnerie, pensant que la vie, c'est bon. Ça ne sera. Je doute fort que ça se reproduise à l'infini, ce schéma de Focard et machin. Alors, mes amis, mes frères Mboshi, voilà le conseil que je voulais vous donner en cette fin d'année 2023, moment de grande résolution, moment de voir un peu le panorama, de penser, de repenser. Il faut vraiment réfléchir à cela. C'est un conseil fraternel et gratuit que je souhaitais partager avec vous aujourd'hui en tant que frère congolais. Donc, à vous qui êtes dans les postes stratégiques du pouvoir, que ce soit dans l'administration, que ce soit dans l'armée, vous les Mboshi, hein, j'entends, puisque tout vous appartient aujourd'hui, à vous qui avez tout l'argent du Congo, hein, comme les Bouya, les Ondongo, les Ito Bruno, enfin, vous êtes bien connus et répertoriés. Hein. Vraiment, essayez de réfléchir pour voir comment est-ce que vous pouvez vous faire pardonner auprès des Congolais. Hein. Vous voyez le pétrole aujourd'hui, avec la COP 28, vous avez vu les résolutions. Les gens ont compris, avec la guerre qui se passe aujourd'hui en Ukraine, et que la dépendance au pétrole était un obstacle. Et les Occidentaux, je vous l'ai déjà dit, je le répète, ce pas des gens qui dorment sur le vieux schéma. C'est des gens qui savent anticiper et qui savent prévoir l'avenir. Et ils savent très bien que le pétrole, c'est un boulet d'étranglement pour eux. Donc ils vont tout faire là pour passer à autre chose que le pétrole. Et ça a été décidé à la COP 28, tout le monde l'a vu, puisque ça s'en a fait un élément pour son rayonnement, si vous voulez. Et heureusement d'ailleurs que nous mettons les bâtons dans les roues pour ne pas que ça soit lui qui soit mis en avant, parce que prendre des gens pour des idiots, ça ne peut pas être à l'infini. Donc, pensez à cela. Nous sommes en train d'aller vraiment vers la transition énergétique, ce qui fait que le Congo et son pétrole, d'ici là, ça va ça va être quelque chose que nous aurons entre les mains, mais qui ne pourra plus servir à grand chose et ne va plus valoir à grand chose non plus. Comme aujourd'hui, les prix sont élevés, les gens croient que c'est. Encore une fois, ils ont continué à faire la fête, mais ça ne sera pas, là encore, ça ne sera pas quelque chose d'éternel. Pensons-y, réfléchissons-y, l'après-pétrole. Et franchement, ce n'est pas avec Sassou Nguesso que nous pouvons réfléchir sur l'avenir. Ce n'est pas avec Sassou Nguesso que nous pouvons penser l'avenir. Moi, je l'ai toujours dit comme ça à des amis en rigolant. J'ai dit, mais les Ivoiriens ont fait la guerre pour Ouattara. Ça pouvait s'expliquer. Ouattara leur vendait un rêve. Il était au FMI, bon, économiste, s'est dit, bon, voilà, lui, s'il arrive, il peut arranger le pays. Donc, il y avait un rêve. Mais nous avons fait la guerre pour Sassou. Pour quelle raison? C'est la question que je me pose tout le temps. Notre pays, nous avions eu, de mon point de vue, deux grands présidents. Deux grands présidents d'un point de vue que je considère comme essentiel, c'est-à-dire économique. Nous avons eu Massa Madeba, qui a fait avancer le pays avec les industries et tout. Ce n'était pas l'intelligence, je ne dirais, non, mais c'était un homme visionnaire. Lui, il était visionnaire. Et c'était quelqu'un qui aimait profondément le pays. Et ensuite, donc, le deuxième grand président, de mon point de vue, nous avons eu Pascal Lissouba. Ça va choquer beaucoup, mais c'est ça la réalité. Lissouba, je peux comprendre que les gens se soient battus pour emmener Lissouba au pouvoir. D'abord, parce qu'il était intelligent. Donc les Congolais, pour une fois, ont voulu avoir quelqu'un d'intelligent à la tête du pays. Ce qui a été fait avec l'aide de Bongo. Hein. Parce que pour ceux qui ne savent pas encore, là je vais faire une petite parenthèse,
celui qui emmène le Souba dans le combat politique dans les années conférence nationale, c'est Bongo et la France. Hein. Parce que la France étant inquiète, sachant que avec les élections libres et transparentes, Sassou Nguesso, leur pion va sauter, comment faire pour ne pas mettre le pied, pour ne pas laisser le pays aux mains de Kolela, qui lui, à l'époque, était plutôt l'homme des Américains. Et donc, la crainte étant que le pays ne bascule pas dans le giron américain avec Kolela, eh bien, les réseaux Foka ont fonctionné et on a réfléchi, on a dit, ah mais tiens, il y a un vieux monsieur là qui peut faire l'affaire. Et c'est Bongo qui choisit donc de convaincre le Souba avec ses amis français pour dire, bon, voilà, tu viens, c'est toi qui seras face à Sassou à l'élection. Comme ça, Kolela, on va lui barrer la route. Celui qu'on appelait le troisième larron. On ne veut pas de troisième larron. Bon. Et donc, on lui donne les moyens, on donne les moyens à Lussuba, hein, pour prendre la suite. La France étant garantie par Bongo, parce que c'est Bongo qui sert de caution pour dire non, non, Lussuba c'est bon, il faut mettre Lussuba. Donc le choix de Lussuba, c'est le choix de Bongo et la France-Afrique. Il faut bien savoir ça. Pour barrer la route à celui qu'ils ont appelé le troisième larron, qui devait emmener le Congo dans les bras des États-Unis, donc Kolela. Alors donc, mais pour les Congolais qui ont voté massivement du nord au sud, c'était un choix de l'intelligence. C'est-à-dire, ils ont dit non, ce monsieur-là, il est intelligent. Et il avait déjà fait ses armes sous Massaba Deba en tant que Premier ministre, je crois. Donc c'est quelqu'un qui peut, et ils avaient eu raison, quelqu'un qui peut faire beaucoup pour le pays. Et quand Lussuba arrive, bien que placé par la France, hein, vous voyez, l'intelligence, elle est là. Bien que placé par la France, il dit, je vais servir mon pays. Contrairement à Sassou, quand la France, d'abord Sassou, quand il est approché, il dit à la France, prenez tout ce que vous voulez, moi c'est le pouvoir qui m'intéresse. Et les Français ont tout pris. Ils ont pris 83% de la richesse du pays, c'est-à-dire du pétrole, pour laisser 17% au Congo. Ça, Sassou nous dit, prenez tout ce que vous voulez, moi c'est le pouvoir. Vous me garantissez le pouvoir, vous me garantissez ma longévité au pouvoir, moi, le reste, il n'y a pas de problème. Voilà, encore une fois, quand je dis Sassou n'est pas un homme intelligent, c'est ça. Lussuba, qui était un homme intelligent, lorsque, évidemment, il est utilisé par les Français, mais les Français croient que c'est un con. Non, non. Quand il arrive, il dit, je travaille pour mon pays. Et il se bat pour emmener le Congo à un niveau, je ne dirais pas 50-50, comme font les pays du Golfe, mais il a quand même pu, par la bataille et au sacrifice de sa vie et de son pouvoir, il a pu emmener le pétrole congolais, donc la première source de revenus du Congo, il a pu nous emmener quand même de 17% que M. Sassou Nguesso avait donc accepté de brader. Hein. Lui, il emmène de 17% au double, c'est-à-dire 33%. 17 fois 2, c'est 34, donc 33%. Voilà, il a doublé la part du Congo. Et ça, il a sacrifié son pouvoir et sa vie. Donc je disais que pour moi, il y a eu deux grands présidents dans l'histoire du Congo. Il y a eu Massaba Deba, qui a emmené le pays au niveau économique que tout le monde connaît, que d'ailleurs ça soit venu tout foutre en l'air, hein, toutes les industries que Massaba Deba avait mises en place, ça soit venu les détruire, parce que c'est non seulement un idiot sur le plan de l'école, comme je disais tout à l'heure, à l'école, l'intelligence linguistique, ça n'a jamais existé. Avec son petit niveau de troisième, c'est quelqu'un qui est incapable de comprendre certaines choses, ce qui est normal, il est limité, puisque ça, encore une fois, un enfant de 15 ans ne peut pas faire des choses de gens de 50 ans, ce n'est pas possible, quel que soit ton génie, tu ne peux pas. Donc Sassou, petit de troisième, par l'école, ben, ne peut pas faire les grandes choses, il ne comprend pas les grands enjeux du monde, c'est normal. Ça, je ne peux pas lui en vouloir pour ça. Il est limité, c'est naturel, c'est la loi de la nature, c'est comme ça. Bon, ceux qui ont mis au monde, donc la progéniture, est dans le même chemin. Ce pas des gens intelligents à l'école. Ça, je le dis, et je sais de quoi je parle. J'ai été avec eux, je sais. Je ne vais pas citer ici comment, mais c'est ça la vérité, c'est pas une injure, c'est la vérité. Bon, maintenant, sur le plan de la vie, faire les fétiches à gauche, à droite, bon. Ça aussi, ça prouve bien l'incapacité. Parce que quand les gens recourent à des trucs un peu bizarres, c'est parce qu'ils ne sont pas capables à eux-mêmes. Vous voyez ? Ceux qui pensent que pour réussir, il faut la franc-maçonnerie, par exemple. Parce que c'est des gens incapables par eux-mêmes. Ceux qui pensent que pour réussir, il faut les fétiches. C'est pareil, c'est parce qu'ils sont incapables par eux-mêmes. Donc, vous avez recours à des choses parce que vous n'êtes pas capable naturellement.
nous avons à la tête de notre pays quelqu'un qui souffre de ce oh là, déficit-là. Donc, voyez-vous, quelqu'un de limité sur beaucoup de plans et qui vit donc dans un complexe. Ce qui fait que il est les bons, il est ceux qui sont brillants. Parce il a peur qu'on lui fasse de l'ombre. Il a peur que ces lacunes apparaissent au grand jour. Donc, il faut éliminer tous ceux qui sont bons. Mais pour un pays, c'est très dangereux. Parce que c'est l'intelligence qui fait avancer le pays. C'est des grands penseurs, c'est des grands scientifiques, c'est des gens intelligents qui font avancer un pays. Ce n'est pas les gens qui sont dans la brutalité. Non, c'est pas ça. Hein. Et là, le résultat, nous le voyons chez nous. Le Congo est complètement à la traîne sur tous les plans. Parce que nous avons quelqu'un qui détruit l'intelligence. Et ce schéma-là, on veut nous le reproduire avec des Okemba. Vous imaginez un peu, franchement, les gars, entre nous, hein, que demain Okemba devienne le président du Congo. Bon, pour ceux qui ont été dans l'armée ou qui sont dans l'armée, regardez vous-même, prenez la fiche d'Okemba. Il est parti d'où? Qu'est-ce qu'il a fait? Et aujourd'hui, il est amiral, contre-amiral. Qu'est-ce qu'Okemba a fait? Vous pouvez regarder. Et vous pensez que c'est quelqu'un comme ça, du Congo des années 2030, que ce soit Okemba qui dirige. Donc le Congo de nos enfants et petits-enfants, que ce soit Okemba. Donc on va abrutir encore nos petits-enfants nos enfants et petits-enfants. Parce que vous avez choisi de passer des pactes de sang avec Sassou Okemba. Il y a des officiers là dans notre armée qui ont fait, hein, qui ont signé des pactes de sang. C'est-à-dire qu'ils sont allés, ils ont fait des gris-gris machin, des pactes de sang, hein, comme l'avait fait Mayele à l'époque du Zaïre avec Mobutu. Mayele là, hein, le général Mayele. Ils avaient des pactes de sang avec Mobutu. Ils sont nombreux comme ça. Et les chasseurs sont dans ces schémas-là. Pour gagner la fidélité, la loyauté, bon, on fait des pactes de sang avec des gens, des officiers. Bon. Mais vous faites des pactes de sang avec Sassou Okemba. Mais pensez aussi à vos enfants. Vous êtes appelés à passer. Vous êtes appelés à passer. C'est le cycle normal d'une vie. Donc vos enfants aussi devront passer des pactes de sang avec Denis Christel, ou avec les enfants de Denis Christel, ou je ne sais pas, avec les enfants de je ne sais qui. Enfin, franchement, le Congo, on peut rester des heures à parler, il y a tellement à dire sur le Congo. Nous sommes vraiment une honte. Nous sommes une honte, nous les Congolais, aux yeux de tout le monde. Et vous avez même vu dans la vidéo que je vous ai envoyée, les gens rient du Congo. Les Blancs qui ont mis Sassou là, qui ont pris 17%, et ils ont même été gentils. Puisqu'il leur a dit, prenez tout ce que vous voulez, moi c'est le pouvoir qui m'intéresse. Donc ils auraient pu même prendre 95%. Ça serait accepté. Les 5% qui restent pour le Congo. Un monsieur comme ça, c'est celui que vous avez élevé au rang d'un dieu. Un monsieur comme ça. Et je vous dis, j'ai toujours eu honte en tant que fils du Nord. Parce que, comme je dis, au sud, les gens se sont battus pour Lissouba. Parce que c'est un homme intelligent. Au sud, on élève l'intelligence. Mais chez nous, au nord, on élève qui? On élève la bêtise, l'idiotie. L'homme du nord n'élève jamais le bon. N'élève jamais les intelligences. Non. Regardez comment on a mené la guerre à Mokoko, qui est quelqu'un de brillant, qui pouvait venir relever l'image, rehausser l'image du fils du Nord. On a choisi de l'écraser. Pour hisser qui? Pour hisser un cancre. Sassou Nguesso. Le Congolais du Nord a toujours mis à l'avant les idiots. C'est ceux-là que nous préférons voir devant. C'est malheureux, les gars. C'est malheureux, hein, fils du Nord que je suis. Je suis triste pour ça. Je vous assure, je l'ai dit, regardez, la Côte d'Ivoire, ils se sont battus parce que Ouattara leur vendait un rêve. De l'intelligence, hein. Donc, passer au FMI, bon, voilà, ce monsieur-là, il pouvait être quelque chose, ça pourrait être vraiment quelque chose de bien pour le pays. Donc, il y avait une bonne raison, hein. Au sud, les gens se sont battus pour Lissouba. Donc, il y avait une bonne raison, parce qu'il y avait l'intelligence derrière. Donc, lui aussi, il vendait un rêve. Et Dieu merci pour lui, il n'a pas fait que du mal, puisqu'il est arrivé, il a réussi à faire passer du simple au double la question pétrolière du Congo. Donc c'est un passage marqué, il a marqué de son empreinte le passage au pouvoir.
Ça restera dans toute l'histoire du Congo. Personne ne pourra, même si on veut occulter les choses, ça, on ne pourra pas occulter. L'Isuba a ramené, est passé de 17% de Sassou Nguesso à 33%. Et aujourd'hui, les Nguesso jouissent de cet argent-là, de l'intelligence de l'Isuba, qu'il a mis au service du Congo. Et je peux encore dire, pour que ça soit clair pour tout le monde, que la naissance de la SNPC, donc la société, bon, après c'est les Congolais, les Sassou qui ont choisi le nom, mais la création d'une société pétrolière pour gérer la part du Congo, c'est l'Isuba qui met sur pied cette idée. C'est pas Sassou, hein. Donc quand l'Isuba a réussi à obtenir les 33%, il crée donc les conditions pour que le Congo gère lui-même sa part de pétrole. Et donc pour cela, il fallait créer une société pétrolière à part entière, gérée par les Congolais, qui devait gérer nos 33%. Vous voyez, l'intelligence, c'est ça. C'est ça. L'intelligence mise au service du pays. Mais c'est pas de dire, oui, bon, on prend une avenue existante, on rebaptise, ah, c'est maintenant l'avenue Sassou Nguesso, et on l'embellit, on dit, voilà. Donc tout ce qui est beau, c'est Nguesso, ce soit le plus beau. Donc les rues, les avenues au Congo, les plus belles, c'est les avenues donc, de Sassou Nguesso. Les universités les plus belles, c'est l'université Sassou Nguesso. Les villages les plus beaux, c'est les villages de Sassou Nguesso. Tout ce qui est, tout c'est Nguesso, Sassou Nguesso. Vous voyez le complexe, jusqu'à quel point on peut le pousser, hein. Mais un homme intelligent, il n'a pas besoin de le montrer. L'intelligence, ça parle d'elle-même, on n'a pas besoin de le montrer. C'est comme quelqu'un qui est fort, il n'a pas besoin de montrer qu'il est fort. C'est tout naturel, vous voyez. Donc quand on force, c'est que ça ne marche pas, c'est que ça ne va pas. C'est qu'il y a quelque chose qui... Soi-même, on est conscient que on n'est pas à sa place, quoi. Voilà, et c'est ce que nous avons dans notre pays avec Sassou. Et ça dure depuis bientôt 40 ans. Et ça, avec la caution de qui? Des fils du Nord. Nous, je vous l'ai dit, hein, sous Sassou 1, à un moment donné, il y a eu quand même une certaine prise de conscience. On s'est dit, bon, il faut mettre quelqu'un qui va peut-être faire avancer le pays. Ils ont pensé à Bokilo à l'époque, qui était un économiste, puisqu'il était à la Banque centrale et tout. Donc les gens du Nord se sont dit, ah bon, peut-être que Bokilo fera l'affaire. Mais non! Les Mboshi se sont opposés. Et tout le monde sait comment ça s'est terminé, on a fini par les tuer. Donc les gens brillants, au Nord, on ne les aime pas. On ne les hisse pas. Au contraire, il faut les écraser, il faut les tuer. Il faut les tuer, hein, il faut vraiment s'en débarrasser. Et les idiots, on les élève. Ce n'est pas propre à Sassou, c'est propre à l'homme du Nord. Regardez bien, hein, je le dis comme ça. Donc au Sud, ils se battent pour l'intelligence. On s'est battu pour l'Isuba, un homme intelligent. Hein. Les jaloux pourront dire c'est faux, mais c'est vrai. Mais nous au Nord, on se bat pour Sassou, un homme idiot. Vous voyez? Et on veut que ça se pérennise comme ça. On veut maintenant se battre pour... Dabira est passé à la télé pour dire non, ils étaient maintenant en train de travailler pour Okemba. Donc ils se battent pour Okemba. Bon. Vous voyez? Non, c'est malheureux. Je suis enfant du Nord, je vous assure, ça fait mal quand vous pensez à ça. J'ai été moi-même, je vous dis, à l'école militaire, dans ma promotion. C'est une honte, je vous assure. Hein. C'est une honte. Hein. Nous étions en 75 à entrer en 6e. Ce qui était très grave, parce qu'à la limite, il fallait 60 places. Mais comme ça souvenait d'arriver au pouvoir, les Mboshi, donc on on a rempli, nous sommes passés de ce qui était normalement attendu 60 personnes, on a ajouté 15 de plus, donc nous étions 75. Mais, arrivé en terminale, nous n'étions que 28. Vous imaginez, hein? Nous étions 30, il y a eu 2 qui n'étaient pas de notre promotion, mais vraiment notre propre promotion, nous n'étions que 28. Vous imaginez sur 75 à l'arrivée, et au final, enfin 75 à l'entrée, au final, vous vous retrouvez que 28. Donc vous imaginez comment on a nettoyé. Ça veut dire que c'est malheureux, quoi, franchement. Et Dieu sait quels étaient les gens brillants. Dans notre promotion, qui est la première promotion du pouvoir de Sassou Nguesso à rentrer à l'école militaire, parce que Sassou arrive au pouvoir en 79, donc nous faisons le concours d'entrée à l'école militaire en 1979, donc c'est le tout premier concours d'entrée à l'école militaire sous l'ère Sassou. On passe de 60 élèves à 75. Ça devait déjà envoyer des signaux. Et sur les 75, en terminale, nous ne nous retrouvons que 28. Donc on a nettoyé. Parce que là-bas, vous pouvez rentrer avec vos magouilles, c'est bien, hein, on impose ce qu'on appelle des cas. Mais une fois à l'école, il faut être bon pour tenir. Il y en a qui sont arrivés, parce qu'il fallait les garder là. Donc on arrange un peu avec la note qu'on appelle la note de discipline, on augmente les notes. Nous autres là, on était soi-disant indisciplinés. Mais on était toujours vraiment au sommet, malgré les notes de conduite qui étaient censées nous baisser.
Mais enfin, les mecs sont arrivés comme ça, on augmente les notes de conduite, les notes sur le sport, bon voilà. Comme ça, on les garde. Mais si c'est vraiment le côté école, il y en a beaucoup qui devaient. On serait même peut-être 15 en terminale. Et sur les 28, ou sur les 75 pour être. Nous nous retrouvons au nombre de 7 seulement en classe de terminale C, c'est-à-dire les meilleurs. Et croyez-moi, c'est une honte, hein. J'étais le seul fils du Nord. Seul fils du Nord. Depuis la sixième jusqu'en terminale, le seul fils du Nord qui brillait, c'est moi. Tous les autres, c'est des gens du Sud. C'est vrai, hein? C'est vous dire combien ça fait mal, hein? Et ça, apparemment, ça n'a jamais gêné les gens. Je suis même sûr que les gens de ma promotion, nombreux se sont jamais interrogés sur cette question. Mais moi, depuis l'école, j'observais, j'ai dit, mais c'est pas possible. Pourquoi est-ce que les gens du Nord sont aussi... En tout cas, de ma promotion, hein? Je parle de ma promotion, hein? Les moins bons, c'était les gens du Nord. Bon, aujourd'hui, ce sont eux qui écrasent les autres. Donc le Congo, avec les gens du Nord, c'est le monde à l'envers. Tu vois? Les moins bons deviennent les premiers. Ils écrasent les autres. Justement, parce que tellement tu sais que tu es nul. Donc, tu es complexé au fond de toi. Tu as un complexe que tu traînes parce que tu connais tes lacunes. Et tu te dis, ah, celui-là, il sait que je suis nul. Bon, je suis devant lui. Donc, si je ne le tue pas, il va peut-être parler. Donc, voilà le comportement. C'est ça qui pousse au comportement que nous vivons au Congo. Parce que les gens sont conscients de leurs limites intellectuelles, physiques, même sur le plan physique. Hein. Ah oui, même sur le plan physique. À l'école militaire, on se connaît. Hein. Dans notre armée, nous nous connaissons. Il n'y a pas beaucoup de gens du Nord qui ont brillé par leur bravoure. Il n'y a pas beaucoup. Hein. Il n'y a qu'à voir l'histoire. Hein. Il n'y a qu'à voir l'histoire. Les gens comme Nonga, ils sont très rares. Hein, qui ont été un peu braves, machin. Mais bon, c'est vrai. Il y a eu, il faut bien le dire aussi, c'est vrai. Il y a eu, notamment au GAP, oui, des vrais fils du Nord qui se sont battus d'ailleurs, qui ont libéré Ngouabi, comme les Moussa Etta, oui, comme Aquala, enfin, il y a eu des gens, il y a eu des gens, hein, parce que ça a été récupéré par les Sassou en disant que Sassou, ils sont allés libérer Ngouabi, c'est pas eux qui ont fait, c'est les Moussa Etta, c'était des hommes, c'était des braves qui ont fait, c'est vrai. Mais, d'une manière générale, on n'a sûrement pas marqué l'histoire, hein, les gens du Nord. Regardez même dans l'histoire depuis le colon, vous parlez là des Machua, des Mabila Manganga, de ceci, mais l'homme du Nord n'est pas seulement rentré dans l'histoire dans notre pays. Mais parce que nous avons choisi la mauvaise stratégie, c'est-à-dire qu'au lieu d'élever les bons, on élève les moins bons. C'est ça le problème. Donc moi, je le dis en tant que fils du Nord, parce que, encore une fois, nous sommes en fin d'année, donc c'est la période de résolution. Prenons les bonnes résolutions, mes frères et sœurs du Nord, mes frères et sœurs Mboshi, mes frères et sœurs d'Alukwala, de la cuvette ouest chez moi, des plateaux, le reste de la cuvette, hein, je parle de Makwa qui ne sont pas des gens stupides. Je parle de mes frères Mboshi mélangés, hein, parce que comme je l'ai dit tout à l'heure au début, j'ai commencé par vous montrer les Mboshi mélangés, parce qu'il y a des Mboshi qui sont des mélanges. Donc vous allez voir des Mboshi teke, hein, mélangés au teke, des Mboshi mélangés au kouyou. Bon, ces gens-là, ils sortent un peu du lot. Mais les Mboshi pur dur, là, croyez-moi, il y a quelque chose qui ne va pas. Hein. C'est peut-être dans leur gène, je ne sais pas. C'est pas une insulte, encore une fois, je vous dis, c'est le moment de résolution, le moment de prendre un peu de recul, d'analyser, d'essayer de faire des projections sur l'avenir et de changer les choses. Regardez bien, entre vous-même, Mboshi, faites un peu votre analyse en profondeur, hein. Analysez-vous vous-même, pour ne pas parler d'introspection. Regardez vous-même. Vous n'êtes pas, vous ne devriez même pas être fier. Et surtout être fier d'écraser le Congo. Vous ne devriez pas être fier. Que les Congolais soient obligés d'aller mourir en nombre à Ornano pour courir derrière un recrutement dans l'armée. Il y a des gens qui ont même des niveaux de licence
qui sont allés se tuer là-bas. Vous imaginez à quel point nous avons réduit ce pays-là, franchement. Et quand vous restez un peu tranquille chez vous, vous voyez un peu le film, ça ne vous choque pas. Ça ne vous choque pas. Quand on sait en plus que la richesse vient d'ailleurs, la richesse vient du Kwilu, c'est au sud du pays. Ça ne vient pas d'Oyo ou de la cuvette, non. Et vous prenez ça, ça devient pour vous. Ça devient pour vous. Tous les autres doivent aller mourir pour avoir un peu, ou pour espérer avoir un peu. Et c'est un espoir perdu puisqu'ils finissent par mourir. Ça ne vous gêne pas, ça c'est une question à 80 ans. Tout le chemin que tu as fait avec l'aide de la France, qui t'a mis là pour faire ce sale boulot, tout ce chemin que tu as fait, 80 ans, ça ne te mène pas à la réflexion pour dire, bon, en fin de compte, la vie, c'est rien. Je vais bientôt y aller. Et que je laisse un peu autre chose à ce pays. Ça ne te fait pas réfléchir, même à 80 ans. Franchement. Même à 80 ans. Tu ne penses pas que tu as suffisamment fait de mal au Congo avec l'aide de la France comme ça? Tu ne penses vraiment pas? Regarde Assimi Goïta. Regarde le petit jeune Traoré. Quand tu vois ça, ça te fait pas un petit tour, non? Sassou Nguesso, au Kemba Jean-Dominique, plongé dans les fétiches tous les jours, tuer. Ça ne vous fait pas réfléchir que, en fait, nous sommes là que de passage et il vaut mieux marquer positivement son passage sur Terre. Et puis voilà, on ne connaît pas ce qui nous attend après. Mais enfin, réfléchissez un peu à ça. Regardez le petit Olingui, là, né en 1975. Il arrive. C'est vrai, il a toujours été dans le système, mais il prend conscience qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Aujourd'hui, il parle de la gratuité de l'école. Il remet des bourses, il donne des bourses aux enfants à l'école. Les enfants des déshérités doivent étudier. Chez nous, nous avons un pays très peu peuplé, avec beaucoup de richesses. Le pétrole a toujours été au sommet. Vous prenez ça que pour vous. Quelqu'un comme Edgar Nguesso, qui est mon promotionnaire, il a au moins 112 comptes bancaires en son nom en France ici. Et combien en Suisse? Combien à Dubaï? Combien, je ne sais pas, aux États-Unis? Tout ça pourquoi? Vous pensez que à vous. Que à vous. Mais c'est pas possible. Non. Réfléchissez un peu. Nous sommes à la fin de l'année. Prenez un peu de résolution. Prenez un peu de recul. Si vous pouvez vous détacher un peu de votre corps, mettez-vous là et regardez-vous. Comme dans le miroir. Je vous assure, mes frères et sœurs, ce n'est pas le bon chemin. Ce n'est pas le bon chemin. En plus, au fond de vous, vous êtes conscient que vous n'êtes pas les meilleurs. Et même si vous étiez les meilleurs, est-ce parce qu'on est meilleur qu'on doit écraser les autres? Vous n'êtes pas les plus forts non plus. Et même si vous l'étiez, et vous pensez vraiment que c'est parce qu'on est fort qu'il faut écraser les autres? La vie, c'est un tout. Il y a des bons, il y a des moins bons, il y a les forts, il y a les moins forts, mais ça forme un tout cohérent, tel que Dieu l'a conçu. C'est un tout cohérent, le monde. Et donc tout se complète. Parce que vous voyez, la petite fourmi a un rôle. On l'a tous étudié en biologie. Sur la chaîne là, chacun a un rôle. On est tous interdépendants. Les forts des faibles des forts, les idiots des moins idiots. On est interdépendants. Parce que pourquoi on te dise que toi tu es intelligent? Il faut qu'on te compare à quelqu'un d'autre. Donc, on est tous interdépendants. On est intelligent parce qu'il y a des moins intelligents. On est fort parce qu'il y a des moins forts. On est beau parce qu'il y a des moins beaux. On est grand parce qu'il y a des moins grands. C'est un ensemble cohérent. Alors, soyons cohérents. Je vous assure, soyons cohérents. Nous vivrons peut-être mieux en termes de conscience personnelle. Je le répète, nous sommes en fin d'année, c'est le moment de prendre des résolutions. Prenons du recul. Revoyons nous-mêmes d'où on vient. C'est quoi notre passé? Par exemple, quand je prends le cas de Sassou, il est venu d'où?
Qu'est-ce qu'il était, lui? Il a été à l'école avec les autres. Quel est le chemin? Quel est le parcours? Comment il a fait pour arriver là où il est? Le favoritisme auquel qui lui a profité, venant notamment de Ngwabi. Comment est-ce que les moins bons, les plus bons, les meilleurs, je veux dire, étaient écrasés, mis de côté parce qu'ils n'étaient pas les dîners de Ngwabi. Tout ça, il faut regarder. Et ensuite, on a tué, 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 tué. Pour quel résultat? Pour qu'à la fin, on meure soi-même. Bon, analysez tout ça. Analysez tout cela. Regardez la femme de Ali Bongo. Elle se retrouve avec 200 milliards dans sa maison. À côté, il y a des pauvres qui manquent de tout. Et elle vit avec sa conscience, elle est tranquille. Bon, elle encore, c'est une Française. Donc, c'est peut-être des gens habitués à coloniser, à écraser, oui. Mais vous êtes Congolais vous-même. Vous avez des milliards dans vos maisons. À côté, vous avez parfois une pauvre vieille maman qui manque de tout, qui marche avec peine, parfois avec une canne. Vous n'êtes même pas capable de dire, bon, je lui donne. Quand vous avez des milliards, 500 000, c'est quoi? C'est rien du tout, hein? Mais le geste, là, ça vous grandirait. Surtout que c'est l'argent de tout le monde, c'est pas votre argent. Moi, je vous dis, ne vous dites pas que vous êtes riche, vous n'êtes pas riche, vous êtes des voleurs, c'est pas votre argent. C'est pas que vous avez travaillé, vous avez votre cerveau qui a fonctionné, vous avez fait des choses pour vous, non, vous êtes devenu. C'est l'argent du Congo. Donc, quand vous donnez à une vieille maman ou à un vieux monsieur à côté, vous ne faites que rétribuer. C'est pas votre argent, Sassou Nguesso et sa famille. C'est pas votre argent. Au Kemba, c'est pas ton argent quand tu viens faire le fête ici, sur la Tour Eiffel, machin et tout. C'est pas ton argent avec ta femme zaïroise, parce qu'on parle tout le temps de kiki, zaïrois, tout. Mais toi, au Kemba, toi, tu es marié à une zaïroise aussi. Toi, tu fais passer des fiches pour qu'on dise que Christelle ne doit pas prendre le pouvoir parce qu'il est zaïrois ou quoi. Mais toi, tu as passé une bonne partie de ta vie en RDC, ta femme est zaïroise, tes enfants sont des zaïrois aussi. Enfin, pensez à tout ça. Encore une fois, nous sommes à la fin de l'année. Prenez les bonnes résolutions. Vous qui êtes à l'armée, à des positions là, dans l'armée, prenez les bonnes résolutions. La mort, nous y passerons tous. Mais essayez de choisir aussi. Parfois, si vous avez la possibilité, choisissez votre mort. Qu'elle soit au moins pour la bonne cause. Ah oui. Assimi Goïta, un petit jeune qui aujourd'hui marque le monde. Le petit Traoré, il marque le monde. Pourquoi est-ce que vous ne pouvez pas marquer le monde? Vous accrochez quoi? À la jouissance, à la vie, quoi, à la jouissance, à la jouissance, à la jouissance, à la jouissance. Vous passez des pactes de temps avec des êtres humains comme vous. Le sang que Dieu vous a donné, vous allez faire des pactes avec d'autres personnes qui eux aussi ont le sang qui a été donné par Dieu. C'est comme le souffle de vie. C'est pas à vous. Donc le sang là, c'est pas à vous, c'est le sang de Dieu. Vous allez faire des pactes avec des gens pour ça, pour devenir leur objet, leur sujet. Après, vous, devant le public, vous bombez le torse, non, je suis officier, je suis général, mais vous n'êtes rien du tout. Lorsque vous vous retranchez vous-même, regardez-vous dans le miroir, vous devriez même pleurer. Tellement c'est honteux. Tellement c'est honteux. Nous sommes en fin d'année, c'est le moment des résolutions. Je voulais faire cette vidéo-là pour dire aux Congolais, peut-être que le moment est venu de réfléchir. Ouais, peut-être que le moment est venu de réfléchir. Nous avons été privés de réflexion pendant longtemps, pendant trop longtemps. Il faut peut-être maintenant réfléchir, parce que là, ça ne va pas du tout. Le monde est en train de, comme disent les Anglais, the world is changing around us. Le monde est en train de changer autour de nous. The world is changing around us. Nous le voyons. Nous le voyons. Alors, pourquoi est-ce que nous sommes là, incapables de prendre le cours des choses, de suivre le sens de la marche de l'histoire? Le Congo-Brazzaville,
de 2030 devra être dirigé encore par un Sassou Nguesso ou un Okemba. C'est-à-dire dans l'obscurantisme. Tout est tourné vers le mal, vers le fétiche, le sang, l'accaparement des biens, l'affirmation de leur petite personne, parce qu'ils sont bourrés de lacunes, ils sont complexés. Moi, je rêve d'un Congo où les jeunes à 5 ans manipulent les ordinateurs dans tous les sens, comme en Chine, où on développe l'intelligence. On crée un environnement propice au développement de l'intelligence. Je rêve de ce Congo-là, moi. Je rêve d'un Congo où on ne parlerait pas que d'un nom, mais on parlerait du Congo, parce qu'on aurait des gens brillantissimes, représentant, je ne sais pas, au FMI, au ceci, au cela, la Banque mondiale, au niveau des Nations Unies, qu'on parle du Congo, qu'il y ait un rayonnement mondial du Congo. Comme je l'ai toujours dit, comme ça, les Sénégalais, regardez-les. Qu'est-ce qu'ils ont de plus que nous, les Sénégalais? Qu'est-ce qu'ils ont de plus que nous? Mais partout, vous partez, vous voyez des Sénégalais. Mais parce qu'ils ont une politique qui est derrière, c'est le rayonnement du Sénégal. Et c'est même très avantageux. Parce qu'ils sont au courant de beaucoup de choses. S'il y a tel truc d'être mis en place, il y a un Sénégalais là-bas, ben, il signale à son pays. Et ça fait avancer le pays. Nous sommes là, toujours, courir derrière le FMI, courir ceci, année après année. Bon, à un moment, le pétrole augmente, bon, c'est bon, on est content. Demain, ça rechute, bon, on replonge dans le même cycle. Et les gens sont là, Sassou, Fanda, Wumela, Wumela. Et en plus, comme il est éternel, bon, et donc il est là. Mais le pays, pendant ce temps, qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il devient? Pensez à ça. Pour finir, je vais dire un truc. Moi, je vais initier une démarche et j'appelle les Africains à être nombreux à y adhérer. C'est que nous, Africains, nous puissions écrire aux pays occidentaux pour leur dire que nous ne voulons plus que ces pays-là acceptent nos dirigeants dans leurs hôpitaux pour être soignés. Parce que nous allons faire en sorte que ça devienne comme ce qu'on appelle la complicité avec un criminel. Parce que nous ne pouvons pas concevoir que 60 ans après nos indépendances, que nos pays n'aient toujours pas des hôpitaux décents où les gens peuvent se soigner. Ça fait partie des droits de l'homme, les soins, la santé. C'est un des droits fondamentaux. C'est un droit fondamental, je veux dire, ça fait partie des droits fondamentaux de l'homme. Le droit à la santé. Même si, en termes de médecine, on ne parle pas d'obligation de résultats, mais plutôt d'obligation de moyens. Mais puisque nous parlons d'obligation de moyens, est-ce que les gens ont les moyens en Afrique pour dire, voilà, les hôpitaux, les médecins avaient les moyens, ils n'ont pas pu faire tel boulot. Mais pendant que les Sassou Nguesso, 80 ans, ils continuent à aller en Suisse pour... J'ai été d'ailleurs là-bas, j'ai mené la vie dure hein, au directeur et au personnel de la clinique à Montreux, hein, là où Sassou allait pour changer son sang, machin, tout, acheter ce qu'on appelle l'éternité et la jeunesse. Donc, on lui donne des repas qui font qu'on ne vieillit pas, on lui donne des soins. Je suis allé là-bas, j'ai menacé ces gars-là. Je leur ai dit, moi, si Sassou continue, si vous continuez à recevoir Sassou ici, ben, je vais faire une mauvaise publicité sur votre affaire, vous allez voir. Que vous allez en pâtir. Hein. Et je peux vous dire que, vous voyez, vous observez bien, Sassou ne va plus à Montreux là-bas. Ben, c'est mon travail à moi. Parce que j'ai écrit à toute l'administration suisse. C'est les contacts de tout le monde sait d'ailleurs. J'ai écrit au plus haut, c'est-à-dire de la tête jusqu'au... pour leur dire, moi je vous dis, si vous continuez à recevoir Sassou ici à Montreux, pour le rendre éternel, pendant que les Congolais crèvent à 15 ans, moi je vous assure, vous allez m'avoir sur votre chemin. Et je pense que les gens ont dû dire à Sassou ne vient plus ici. Parce que je ne le vois plus aller là-bas. Et nous allons initier cette démarche-là. Je voudrais que les Africains soient nombreux à me suivre, que vous soyez du Congo RDC, que vous soyez du Gabon, que vous soyez du Cameroun, que vous soyez de la Côte d'Ivoire, que vous soyez de partout. Même les panafricanistes, rejoignez ce combat. Pour que ceux qui dirigent l'Afrique, qui laissent les autres Africains mourir dans des hôpitaux insalubres, qui laissent les gens sans soins, et qu'eux viennent se soigner dans les pays occidentaux, pour rester éternels, parce que quand les gens parlent de Paul Biya aujourd'hui, 90 ans, il n'est même pas capable de dire, maintenant je peux me reposer et attendre que Dieu m'emmène. Non, il continue à barrer la route aux jeunes,
Parce que les Suisses l'entretiennent. Ou les Français à l'hôpital militaire de Clamart, ou je ne sais pas quoi. C'est ça. Et aujourd'hui, j'entends dire, parce que ça m'a énervé, parce que j'entends dire que les Français voudraient supprimer l'aide d'État, l'aide médicale d'État. C'est-à-dire là où les pauvres Africains, par exemple, qui n'ont pas de moyens, seraient en France et demanderaient qu'on les soigne. Les Français vont donc refuser de soigner les pauvres qui n'ont rien, parce que venus de l'Afrique ou je ne sais pas d'ailleurs, et ils vont, pendant ce temps, ils soignent les voleurs qui empêchent que les gens se soignent chez eux. Regardez Sassou Nguesso à 80 ans, regardez les autres vieux de 80 ans, mettez-les les uns à côté des autres, comparés. Vous croyez que tiens, cette longévité-là d'où? C'est des soins que les Français, les Suisses et autres lui donnent. Les Ouattara, aujourd'hui, il a même la peine à parler, mais ils sont toujours là. Parce qu'ils sont soignés. Mais un Congolais ordinaire, 80 ans, il ne peut pas faire le malin comme fait Sassou. Continuer à écraser les gens. Il allait lui-même dire, bon, voilà, maintenant il faut que je me repose. Donc, maintenant, ce combat-là, mes frères africains, partout où vous êtes, que nous n'acceptons plus que les dirigeants africains soient soignés, maintenus en vie dans les pays occidentaux, pendant que nos frères, nos parents, nos mères, nos pères sont laissés à l'abandon là-bas, la moindre piqûre de moustique entraîne la mort. Parce qu'à l'hôpital, il n'y a pas de médicaments, il n'y a rien. Voilà, mes frères et sœurs, congolais et non congolais, ce que je tenais à vous dire aujourd'hui. Nous sommes à la fin de l'année. Prenons les bonnes résolutions et j'espère avoir été compris. Merci.